c'est que bon, tout est simulé, donc pas de panique, personne n'est blessé, et tout le monde ressortira vivant de cette affaire. Ensuite, vous allez voir en fait une équipe d'intervention composée de 4 à 5 personnes. C'est une configuration possible. Il est aussi possible que sur des grands événements, par exemple, vous croisiez des secouristes de la Croix-Rouge en binôme, qui est une autre configuration possible. Donc là, on est une équipe avec 4 personnes. Vous allez voir qu'on va également utiliser du matériel. Ce matériel, le contenu, en fait, est défini par le ministère de l'Intérieur. Et là, on va utiliser un lot normé qui s'appelle un LOA. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, que vous compreniez qu'effectivement, il y a des bénévoles avec du temps, mais il y a aussi du matériel avec de l'argent. Ce LOA coûte entre 8 000 et 9 000 euros. Donc pour parler un peu plus de cette démonstration, la scène qui va être jouée, c'est un accident de vélo avec un vélo qui est percuté par un véhicule léger, donc une voiture par exemple. Donc tout le personnel qui va intervenir est formé avec entre 35 heures et 140 heures de formation en fonction des qualifications qui sont présentes dans l'équipe. Alors 140 heures, ça peut sembler énorme, il faut savoir que ça se fait petit à petit en fonction des disponibilités des gens, de leur volonté aussi. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la qualification la plus élevée. Donc on a aussi une personne qui est très qualifiée, qui est Swazik, qui va être notre victime professionnelle. Donc je vous présente Swazik, cycliste, future victime. Donc, je vous disais, donc la scène, c'est un vélo qui est percuté par une voiture. Donc, voilà. Swazik est au sol, donc pour les besoins de cette démonstration, on va faire l'hypothèse qu'elle est au sol, elle ne se relève pas, mais par contre, elle est parfaitement consciente. Ou pas. Donc, je vous pose la question. Vous, dans cette situation-là, vous êtes un témoin qui passe en rue, vous voyez cet événement, que pourriez-vous faire? Dites-le-moi. Et le petit gars qui sautille habillé en orange, là-bas, il ne peut pas parler. Je demande si on nous entend. Oui. On protège les alentours pour éviter le suraccident. Alors, j'ai à ma gauche, je protège les alentours pour éviter le suraccident. On demande à la victime si elle nous entend. On demande à la victime si elle nous entend. Que feriez-vous? Lui parler pour qu'elle s'endorme pas. Lui parler pour qu'elle ne s'endorme pas. Voilà. Autant de propositions qu'on a. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire effectivement avec une équipe d'intervention. Donc la démonstration commence à l'instant. Première étape pour l'équipe de secours, ça va être déjà de jauger la situation, de faire une approche afin d'établir ce qu'on appelle un bilan circonstanciel. Alors cette approche elle est importante parce qu'elle permet déjà de voir ne serait-ce que combien de personnes sont accidentées. Est-ce qu'il y a un risque? Et là on voit Quentin qui est en train de baliser la zone parce qu'effectivement on est sur la voie publique. Donc il a identifié un risque. Voilà, et le premier contact permet aussi de voir s'il y a besoin de renfort. Donc dans le cas présent, en fait, l'équipe est suffisante en moyens. On voit aussi très rapidement que Poli, qui est à la tête de Swazik, s'est positionné de manière particulière et tient sa tête. En fait, c'est ce qu'on appelle du maintien de tête. Pourquoi? Parce que par rapport à ce type de situation, typiquement quelqu'un qui va faire une chute, il y a toujours un risque au niveau, ne serait-ce que du cou, donc des vertèbres cervicales, ou de la colonne vertébrale. Afin d'éviter toute aggravation, en fait, la première manipulation qui ne demande absolument aucun matériel, c'est d'immobiliser justement la tête. Alors ils sont particulièrement efficaces là, ils travaillent à 4, ça permet de faire plusieurs choses en même temps. J'ai à peine eu le temps de parler que Delphine a déjà posé en fait un collier cervical. Ça veut dire que la tête est encore mieux immobilisée, de nouveau pour éviter le suraccident. Dans la foulée, en fait, en discutant avec Swazik, avec la victime, on peut tout de suite voir un peu ce qui s'est passé, savoir si par exemple elle a mal, si elle a mal au dos. Donc là, dans le petit scénario qu'on vous a préparé, Swazik dit qu'elle a mal au dos. Et cette expression d'une douleur au dos, pour nous, est très importante parce que de nouveau, ça va permettre d'identifier la conduite à tenir pour la suite. Et on verra plus tard dans l'intervention qu'on va prendre certaines précautions très particulières par rapport à cette douleur au niveau du dos.
On remarque aussi que la victime est consciente, hein, puisqu'elle nous répond. De nouveau, si elle n'avait pas été consciente, pour nous, la conduite à tenir aurait été différente. On arrive maintenant dans une autre phase qui s'appelle le bilan d'urgence vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire globalement, on va voir s'il n'y a pas une détresse vitale, c'est-à-dire une détresse qui va menacer à court terme la vie de la victime. Ça, on peut le faire en recueillant des informations, comme par exemple, quelle est la fréquence respiratoire de la victime, quel est son pouls. Ces informations-là sont très importantes parce qu'elles nous permettent de nouveau de éventuellement adapter notre conduite à tenir. Le geste qui est réalisé actuellement par Delphine, en fait, c'est la prise de la tension artérielle. C'est quelque chose que vous connaissez très bien, puisque effectivement, chez votre médecin généraliste, vous êtes souvent confronté à ce geste. C'est également un geste, en fait, que les secouristes connaissent. Alors, à la différence du médecin, le secouriste, il n'est pas capable d'interpréter la tension. Il n'est pas capable de dire vous avez une bonne, une mauvaise tension. Par contre, la valeur de cette tension, elle va être notée sur un morceau de papier et on verra plus tard que le chef d'équipe, qui est la personne qui se situe quasiment en face de moi, pourra passer en fait une alerte au niveau du SAMU et transmettre tous ces éléments. Et c'est les médecins qui sont localisés en fait au SAMU qui donneront plus de précision, si nécessaire, au niveau de la conduite à tenir. De nouveau, un nouvel équipement est arrivé sur la scène, c'est le brancard. Le brancard sur lequel on a posé en fait un matelas qui est la partie qui est orange fluorescente. Et on va voir que là maintenant, on va arriver dans une phase qui est extrêmement technique de l'intervention. Tout le challenge pour nous, c'est d'amener la victime sur le brancard. Mais comme on suspecte une atteinte au niveau de la colonne vertébrale, on va prendre tous les moyens nécessaires pour bouger le moins possible cette colonne vertébrale. Et regardez comme la victime va se soulever d'un seul tenant. Et c'est ça qui permet d'éviter toute aggravation. Le brancard est envoyé par le témoin. On utilise toutes les bonnes volontés. Et on va reposer la victime toujours d'un seul tenant. Ce geste, qui nécessite en fait une synchronisation très poussée entre les équipiers, donc le seul moyen d'y arriver, c'est de se parler, avec des ordres qui sont compris et connus de tout le monde en fait. C'est vraiment ça qui permet de garantir le bien-être de la victime. Au passage, on lui parle toujours pour lui expliquer ce qui se passe, et notamment cette phase-là où on va la mettre dans un matelas à dépression. Ce matelas à dépression, c'est un matelas dans lequel on va faire le vide avec la pompe que Fabrice a actionnée. Et de nouveau, ça va permettre vraiment de tenir la victime en un seul bloc, de l'immobiliser. Alors, on prend énormément de précautions. Peut-être, une fois que la victime arrivera à l'hôpital, quand elle aura passé les radios, on se sera rendu compte qu'on aura fait tout ça pour rien, entre guillemets. Mais c'est justement, en fait, la particularité de notre activité, c'est que nous sommes secouristes, nous ne sommes pas médecins, et donc, nous prenons toutes les précautions au cas où. Et c'est ça aussi qui garantit la bonne prise en charge de la victime. L'immobilisation a donc été réalisée au niveau de ce qu'on appelle le matelas coquille, le matelas immobilisateur à dépression. Il est temps maintenant de ramener la victime au niveau du véhicule. Effectivement, quand Patrick va réguler avec le centre 15, ce qu'il est en train de faire maintenant par les moyens de communication, le centre 15 va globalement donner des indications par rapport à quel hôpital faut-il amener par exemple la personne. Et donc là, on va dire que c'est urgent. Et vous remarquez qu'en fait la personne est chargée dans un véhicule Croix-Rouge française. En effet, dans un certain nombre de départements sur le territoire national, y compris la Haute-Garonne, la Croix-Rouge française a signé des conventions avec les pouvoirs publics afin de pouvoir amener directement les victimes à l'hôpital. C'est un gage de qualité pour les interventions parce que vous vous rendez compte que ça va être exactement la même équipe, les mêmes personnes qui vont réaliser la prise en charge de bout en bout. Donc on est certain qu'il n'y a pas de perte d'information, que la prise en charge est vraiment optimale. Voilà, la victime est chargée dans le véhicule et à partir de là, donc, elle va pouvoir partir pour la structure hospitalière. Il est temps de ramasser son matériel et puis de terminer justement la prise en charge. Voilà, ceci termine la partie démonstration. Qu'est-ce que je vais dire pour conclure ? La première, c'est que sur le territoire national, donc en France,
Pour la Croix-Rouge française, il y a 10 500 secouristes bénévoles. Donc ces gens sont bénévoles, donnent du temps justement pour pouvoir apporter du soutien aux personnes qui sont victimes d'accidents. La générosité des donateurs et d'autre part du temps qui est donné par les bénévoles qui permettent de mener à bien ces missions. Je vous remercie pour cette attention et puis je pense qu'on peut applaudir les collègues là, qui viennent de réaliser la prise en charge. Encore une fois, merci et bon après-midi. Être bénévole à la Croix-Rouge française, en ce qui me concerne, c'est donner 2-3 heures par semaine, ou plus selon les circonstances, selon les dossiers, selon les actions. Le mercredi soir, par exemple, c'est monter dans un camion pour aller voir les sans-abri du quartier dans les dispositifs SAMU social, maraude. Moi, je donne de mon temps, mais tout le monde n'a pas l'opportunité de le faire. Vous pouvez quand même nous aider en donnant 1 heure de votre salaire. Vous pouvez nous aider à travailler concrètement à la Croix-Rouge. 1 heure de votre salaire, ça représente 1 ou 2 places de cinéma. Pour nous, ça représente 1 nuit en centre d'hébergement. Ça peut représenter aussi 1 semaine de repas chauds. Sans argent, les bénévoles ne peuvent plus, malgré toute leur bonne volonté, mener les actions qu'ils mènent toute l'année. Vous aussi, vous pouvez faire avancer les choses. Au nom de tous les bénévoles de la Croix-Rouge française, je vous remercie.